Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui une romancière qui a trouvé l'inspiration en Gironde. Jeanne Fèvre-Darcier, bonjour. Bonjour. Plein phare sur les vampires. Ils peuplent vos romans depuis bientôt 20 ans. Ils font du flamenco ou sont en Inde ou se souviennent des heures les plus tragiques de la Révolution française. Qu'est-ce qui vous inspire chez les vampires ? Alors, les vampires sont des personnages merveilleux parce qu'on peut jouer sur leur mémoire, parce qu'ils sont immortels. Oui. Donc, on peut écrire des romans qui sont un peu composés comme on va dire comme des clips vidéo, avec des scènes qui se passent aujourd'hui et d'autres qui se passent à des époques différentes. On découvre là la couverture de votre premier roman de votre trilogie sur les vampires, voilà. Rouge Flamenco. Voilà. C'est une vampire qui danse le flamenco. Voilà, c'est une femme vampire, ouais. Dont la particularité est qu'elle est danseuse de flamenco. Voilà. Et le nom du livre, ça claque un peu comme un rouge à lèvres, puisque j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie des cosmétiques en parallèle. Oui. Et Rouge Flamenco, ça me paraissait évident pour une danseuse de flamenco vampire. Donc en fait, c'est une variation autour, on va dire, un peu du Carmen de Mérimée ou de l'opéra de Bizet, puisque cette jeune femme se trouve au moment de la conquête française à Alger, se prostitue dans une maison close, et puis elle est transformée en vampire par un vampire qu'elle va rechercher ensuite, parce qu'il l'a abandonnée sans lui montrer comment on s'en sortait quand on était vampire. Et donc, elle devient vampire, elle rencontre des gitans qui l'emmènent à Séville et qui font d'elle une star du flamenco. Normal, voilà. Quand on est à Séville. Et puis, on la retrouve à l'époque actuelle, où elle devient un peu le chef de file des vampires modernes. C'est-à-dire qu'elle prend des avions, elle fonctionne avec Internet, elle a un téléphone portable. Et puis, elle ne tue que les nuits de pleine lune, parce que là, effectivement, elle est dans un Elle reste dans la tradition du vampire, quand voilà, même. Là, effectivement, elle tue les nuits de pleine lune. Sinon, elle purifie du sang. D'accord. Voilà. Ce qui lui évite, parce que les vampires, ils sont en bout de chaîne alimentaire quand même, ils sont après tout le monde, même après les humains. Donc, ils récupèrent toutes les maladies. Oui. C'est pas cool d'être vampire dans ces cas-là. Voilà, finalement, voilà. C'est assez embêtant. Donc, il y en a qui pourrissent sur place, qui dégénèrent, ils ne meurent pas, mais ils sont vraiment dans un sale état. Donc, pour éviter ça, elle purifie du sang, elle en donne à ses amis vampires qui sont dans la même lignée de modernité qu'elle. Et ce faisant, elle entre en conflit avec les vampires traditionnalistes qui, eux, disent qu'ils descendent du mal, de Satan, et qui sont là pour répandre le mal sur Terre. Donc, il y a une guerre du sang au sein du monde vampirique. Évidemment, c'est elle qui va triompher. Donc vous vous amusez vraiment avec ces personnages, autant parce qu'ils peuvent voyager dans le temps que avec tout ce qui fait la tradition du vampire, voilà. Le sang. Voilà, et puis en détournant les codes aussi, parce que mes vampires, ils n'ont pas peur des croix, ils se moquent des prêtres. Voilà. L'ail, alors, c'est une légende ou pas ? Alors, c'est une légende. D'accord. Oui. Donc, vos vampires, ils aiment l'ail ? Non, ils n'aiment pas l'ail, mais ils s'en fichent complètement, ça ne les intéresse pas. Voilà. Ça leur fait plus peur que ça. Donc, les deux autres volumes de votre trilogie, il y en a un qui se passe en Inde et l'autre au moment de la terreur, à la Révolution française. Voilà. Donc là, effectivement, le troisième livre s'appelle Le dernier vampire. Et là aussi, il y a une dégénérescence au sein du monde vampirique. Donc, ils disparaissent tous plus ou moins, et lui, il a une espèce de code génétique particulier qui fait qu'il peut continuer à se nourrir avec du sang, il est toujours aussi flamboyant et beau et magnifique. Et voilà. Et donc ce personnage, en fait, il est opposé, il s'oppose à des groupes de flics de la criminelle à Paris, quai des Orfèvres, un groupe de flics extrêmement classique, qui ne comprend pas pourquoi un tueur en série ne tue que des spécialistes des maladies sanguines dans les laboratoires de l'INSERM. Et alors, ils vont sur les scènes de crime, mais ils ne comprennent rien parce qu'il n'y a pas de traces biologiques. Il y a simplement une revendication, le sang c'est la vie. Bon, alors ils ne comprennent vraiment rien parce qu'ils sont avec leur technique de recherche rationnelle, ils cherchent des indices, ils ne trouvent rien. Et simplement, dans la bande, il y en a un qui est un peu plus barré que les autres, il a vu tous les films de vampires de la Hammer, et là il commence à dire, on dirait un cas de vampirisme. Et là, petit à petit, on commence à rentrer dans l'histoire de ce vampire qui, en fait, a vécu sa vie humaine en Gironde, sa jeunesse humaine en Gironde. C'était quelqu'un qui était issu du monde du vignoble. Et il commence à faire... le rouge en commun. Voilà, le rouge en commun, voilà. Et il commence à faire une petite carrière politique à Bordeaux. Et puis, il est aspiré par le mouvement révolutionnaire. Tout ça, ça se passe juste au tournant de la Révolution. Et là, il rencontre Brissot, Vergniaud, tous les membres du mouvement girondin.
auquel il appartient par affinité culturelle. Et puis au moment où... Alors lui, son ambition, c'est de participer à la création de la nation moderne, du monde moderne, et de devenir, parce qu'à l'époque il n'était pas encore mort, mais de devenir un grand personnage de la Révolution comme Marat, comme Robespierre, etc. Et puis manque de peau, au moment où il y a un conflit violent entre les Girondins et les montagnards, hein, les Girondins perdent le pouvoir au profit des montagnards qui instaurent la terreur. Donc là, on est en 93, donc c'est l'année de la terreur. Et ben lui, il est transformé, lui aussi, en vampire, dans une tournante de vampire d'ailleurs, dans une maison close du Palais Royal. Et ça ne lui va pas du tout, parce qu'il voulait vraiment faire de la politique. Et c'est pour ça On va garder le suspense. Voilà. Pour donner envie aux gens de découvrir ce troisième volume de votre trilogie. Plein phare sur votre parcours. Comment vous êtes lancé dans l'écriture comme ça et dans les histoires de vampires et pas que, on va le découvrir un peu plus tard. Comment ça a démarré pour vous l'écriture? Ça a démarré parce que j'ai un parrainage mystérieux, étrange et assez prestigieux avec Baudelaire. Parce qu'en fait, on a le même jour, mon jour de naissance, qui est le 31 août, et le jour de sa mort. Donc, j'ai découvert ça en première, au lycée. Voilà. Il fait peur quand même, Baudelaire. Hein. Ouais. Et j'ai découvert ça au lycée, et puis j'ai commencé à lire Baudelaire. Et donc, j'ai encore des poèmes qui me trottent dans la tête. Et c'est ce qui vous a donné le goût de la lecture, puis de l'écriture? De l'écriture, et de l'écriture de poèmes en particulier. Donc, j'ai commencé par ça, écrire des petits poèmes qui, évidemment, n'avaient rien à voir avec son génie. Et donc, j'ai écrit ça pendant un certain temps. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça qui m'intéressait en fait. Ce qui m'intéressait, c'est d'utiliser la langue française, sa richesse, sa souplesse, sa subtilité, sa beauté, et de la mettre au service d'une histoire. Et ce que j'étais vraiment, c'était une romancière. Donc mon ambition, je n'ai pas forcément réussi à ça, mais c'est de faire un peu ce que font les grands écrivains américains, hein, comme Faulkner ou Miller, c'est d'utiliser la richesse et la beauté de la langue au service d'une narration impeccable, avec des cuts, hein, donc des choses qui sont extrêmement bien construites. Voilà. Ça, et ça a donné du coup 17 romans depuis 1993. Des romans qui se passent pour certains en Gironde, à Bordeaux, au Cap Ferret. Ils vous inspirent, c'est vraiment une région qui vous inspire? En fait, pourquoi je suis arrivée là? Parce que je suis parisienne, de parents parisiens, de grands-parents parisiens, donc ça devient presque une rareté. Mais dans ma vie, il y a un Bordelais. Et les Bordelais, en fait, quand ils veulent séduire une femme, ils l'emmènent sur le bassin d'Arcachon. Et en général, ça se termine... Et ça a marché. Ça a marché. Donc là, ça s'est terminé par un mariage et par l'achat d'une maison au Cap Ferret. Donc effectivement, c'est quand même un lieu magique. Donc vous vous êtes attaché à ce lieu. Et on découvre Les Disparus du Pont de Pierre. C'est votre dernier roman qui se passe donc à Bordeaux. Avec des personnages, Nicolas et Cornelia, qui enquêtent donc sur ces mystérieux disparus du Pont de Pierre. C'est un roman pour les ados, car vous écrivez aussi pour le jeune public. Voilà. Ça, c'est un plaisir particulier de s'adresser comme ça à un jeune public. Alors c'est très différent parce qu'on écrit des fictions qui peuvent être aussi longues mais qui ne sont pas écrites de la même manière. En particulier, moi je mélange les codes du polar, de l'histoire et du fantastique. Et il peut y avoir de la violence mais il ne faut pas qu'elle soit directe. On peut dire des choses très dures mais il ne faut pas qu'il y ait de scène de violence directe. Donc déjà ça c'est un code particulier. Les phrases... Vous avez écrit également sur les vampires pour les plus jeunes. Voilà, ça c'est 2 livres qui se passent à Bordeaux. Le premier tome c'est Le Vampire de Bacalan et le second... c'est Disparu du Pont de Pierre, avec ces personnages de jumeaux qui sont télépathes. Et en fait, ça me permet aussi de dire beaucoup de choses sur Bordeaux. Oui. Voilà. D'être plus dans le descriptif de la ville et de son histoire. Voilà, puisqu'en fait, mes jumeaux, ils ont une particularité. D'abord, ils sortent la nuit, ils vont dans des zones de non-droit, ils font des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, ils assistent à des deals entre des truands, par exemple, qui échangent des voitures contre de la drogue, des choses comme ça, ils se mettent en danger. Et quand ils sont en danger, il y a un étrange personnage qui intervient, qui ressemble à Dark Vador. Il y a un énorme chien, un mastif qui fait 140 kilos. Et ce personnage qui fait très peur, en fait, les protège. Donc, il les envoie dans le passé, qui leur permet d'échapper à leurs poursuivants. Donc là, effectivement, il y a des scènes qui se passent à la base sous-marine, aujourd'hui, pendant un concert, mais au moment où elle a été construite, pendant l'occupation, par les Allemands, en utilisant des forçats, des prisonniers de guerre, etc. Plein phare sur le Moyen-Orient, une autre terre d'inspiration. Vous avez beaucoup voyagé et on découvre quelques photos de ces voyages. Ça, c'est Alep. Alep, voilà.
Alors, comment ça s'est passé, en fait, quand j'étais étudiante à Sciences Po? J'avais un copain qui faisait Sciences Po aussi. Et un jour, il rentre à la maison en me disant « J'ai un ami libanais, il nous invite à Beyrouth cet été. » Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vends l'argenterie de ma grand-mère qu'on m'avait offert. Lui, il pique des bouquins chez Gilbert Jeune et la procureure du clergé, place Saint-Sulpice, et il les revend sous le manteau. Et on réunit un peu d'argent pour prendre un billet d'avion pour Beyrouth. On arrive à Beyrouth, le copain, on ne l'a jamais trouvé. C'était une offre pas de Gascon, mais de Libanais. En fait, on ne l'a jamais vu, mais ça a été formidable parce qu'en fait, on a fait tout le Moyen-Orient en stop. Ça vous a permis de découvrir. Voilà, de découvrir le Liban, la Syrie. Et des pays qui aujourd'hui sont plus difficiles d'accès, forcément, voire impossibles. Voilà. Pour ce qui concerne Alep. Plein phare sur une inspiration canine. C'est une autre inspiration. Vous parliez de chiens tout à l'heure dans Les Disparus du Pont de Pierre. Il y a des chiens en vrai au Cap Ferret qui vont bien, qui mènent une vie, comme on le voit, extrêmement difficile. Une vie de chien. Voilà, donc ça c'est Chandler, mon schnauzer noir. Alors pourquoi et il qu'on s'appelle retrouve Chandler? dans vos romans. Oui, on le retrouve dans mes romans pour les enfants, effectivement. Et donc il s'appelle Chandler en hommage à Raymond Chandler, le créateur du hardball, du roman noir américain. Polar. Voilà. Donc il était noir et c'était l'année d'essai, donc ça m'a paru évident que ce serait Chandler. Et vous avez un autre chien donc qui vit tout aussi difficilement sa vie de chien au Cap Ferret. Voilà, donc il s'appelle Diva, ce qui va très bien parce qu'elle glousse, elle fait des vocalises, elle engueule les écureuils, elle ulule, enfin voilà, donc elle est très... Elle aura droit à son roman, à être présente dans un roman prochainement? Je ne pense pas, parce que j'ai moins de familiarité avec elle qu'avec mon Schnauzer noir, parce qu'en fait c'est une petite adoptée. Voilà. D'accord. Donc je ne la connais que depuis 3 ans, donc je n'ai pas l'intimité que je peux avoir avec le Schnauzer, même si je l'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne Febvre-Darcier, d'être venue dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci.